Shalom à tous et bienvenue dans Face Cachée, votre magazine de découverte par excellence. Ce ton solennel et cette tenue particulière parce que nous parlons aujourd'hui d'un sujet délicat, un sujet sensible. Il s'agit de l'un des maux qui mine notre société moderne, mais dont on en parle peu. Pourtant, qu'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, homme ou femme, personne n'est à l'abri en réalité de ce phénomène et de ce tueur silencieux. Qualifié de problème de santé publique majeur par un rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2014, il ferait environ 800 000 morts à travers le monde par an, soit un mort enregistré chaque 40 secondes. Concernant la Côte d'Ivoire, selon une étude de l'unité de médecine légale du service d'anatomopathologie du CHU de Treichville, elle occupe le troisième taux le plus élevé sur le continent africain avec en moyenne 35 cas par an. Au regard de cette situation alarmante, nous nous interrogeons. Pourquoi de nos jours, de plus en plus de personnes préfèrent la mort à la vie? En d'autres termes, pourquoi le suicide? Que se cache-t-il réellement derrière ce tueur silencieux? Pour le savoir, avoir le cœur net et mieux l'appréhender, nous partons à la rencontre de spécialistes et de témoins de cette situation. Dans cet élément de votre magazine que nous vous invitons à suivre. Je suis Arnaud Dabier, psychologue, psychothérapeute, spécialiste de la santé mentale. J'interviens auprès de personnes en difficulté psychologique qui me font appel, qui viennent en cabinet en espérant avoir un accompagnement pour revenir en tout cas à de meilleures dispositions psychologiques. Je suis une jeune dame, je travaille dans une entreprise de communication. Et aujourd'hui, je viens vous raconter mon histoire. Toute ma vie, j'ai vécu une vie de dépression. La première phase de dépression dont je me souviens, je partais à l'école, j'étais en classe de 3e, mes tuteurs. Et l'environnement à la maison, c'était pas trop ça. Mon oncle, chez qui je vivais, il me prenait comme sa fille. Et l'amour qu'il me portait, les gens trouvaient ça anormal parce que j'étais sa nièce. Quand il était là, les gens se comportaient correctement. Mais lorsque il n'était pas là, chacun faisait ce qu'il voulait, on m'insultait. Je louche d'un œil. Et à force de m'appeler L', un œil, ça m'a créé des complexes. Et à chaque fois, quand j'étais quelque part, quand on parlait de moi, on ne disait pas mon nom, on disait L'. J'avais personne à la maison pour me défendre, j'avais personne à qui parler de toutes ces choses-là. Et un jour, je me suis dit, si je mourais, peut-être que tout irait bien. Le suicide, qu'est-ce que c'est? Le suicide, c'est le fait de se donner la mort de façon délibérée. En Côte d'Ivoire, nous avons un taux de suicide assez élevé. On est autour de 35 suicides chaque année. La Côte d'Ivoire se place en 3e position des pays africains où le taux de suicide est le plus élevé. Il y a des dispositions psychologiques qui sont à remarquer pour une personne en situation potentielle de suicide, pour une personne qui pourrait être sujet au suicide.
Et ces signes avant-coureurs là sont d'abord psychologiques. Au-delà de ça, il faut aussi évoquer des causes environnementales. Par exemple, vous vous trouvez dans une situation où des personnes qui sont sujettes à beaucoup de stress, à un stress important, une pression psychologique intense, qui peuvent être sujets au suicide. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai acheté des médicaments. La nuit, je m'étais dit que j'allais les prendre, et puis le matin, tout le monde allait constater que j'étais morte. Donc j'ai pris les médicaments et je me suis couchée. Je m'étais couchée toute raide, me disant que comme ça, on pourrait me soulever tranquille, me mettre dans un cercueil sans trop compliquer la vie aux gens. Le matin, je me suis réveillée à 6h00. C'était l'heure à laquelle je me réveillais habituellement pour aller à l'école. Donc ce matin-là, quand je me suis levée, j'ai pris ma douche, je suis allée à l'école. Je n'en ai jamais parlé à quelqu'un. Personne ne sait ça. J'ai eu d'autres phases, mais la seconde phase encore de dépression qui a marqué ma vie même, c'est quand ma mère est décédée. Ma relation avec ma mère, elle était pitoyable parce qu'on pouvait faire des années sans se parler, des années sans se voir. Et ça ne me dérangeait pas. Donc il m'est arrivé des moments où je me disais « Oh, si ma mère meurt, ça ne me dirait absolument rien. » J'ai pensé ça pendant des années. Quand je voyais mes copines qui étaient avec leur maman, qui étaient toujours « Ah maman, comment tu vas? Maman, je t'aime. » J'ai pas connu ça avec ma mère. Et puis, en 2014, ma mère est décédée. Et quand je voulais pleurer, les gens qui étaient autour de moi, c'était « Ah, de toute façon, vous ne vous entendiez pas, donc quoi est le problème? C'est pas maintenant, tu vas pleurer. » Donc devant les gens, je pleurais pas. J'attendais la nuit quand tout le monde était couché et je pleurais en silence. Ça a duré 5 ans. Pendant ces 5 ans-là, chaque fois que j'étais dehors, quand je voyais, il m'est arrivé quand ma mère est décédée, d'aller dans des magasins, acheter des sacs à main, me dire « Ah, je vais faire un cadeau à ma mère. » Et c'est quand je suis en route que je me rends compte qu'elle n'était pas là. Elle avait des foulards qu'elle aimait mettre. Donc souvent quand je voyais les foulards là au marché, je me dis « Ah, je vais acheter ce foulard là pour maman. » Et souvent quand je discutais avec la dame, c'est là que je me rendais compte que ma mère n'était pas là. C'est la première fois que j'en parle parce que je trouvais que personne ne me comprenait. Personne ne comprenait pourquoi j'étais triste que ma mère soit décédée. Alors qu'elle et moi, on ne s'entendait pas quand elle vivait. Personne ne comprenait, donc je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un que c'est vrai qu'on ne s'entendait pas, mais c'était ma mère. La troisième dépression qui a marqué ma vie, et je l'appelle la meilleure des dépressions que j'ai eues, parce que cette dépression-là m'a donné de rencontrer Jésus. En même temps, c'était la plus horrible aussi en matière de dépression. J'étais avec quelqu'un et on prévoyait se marier. Je priais en temps 2020, je disais au Seigneur, je veux vraiment que tu changes quelque chose. Il faut que cette année-là soit une année particulière pour moi. Ce jour-là, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je suis allée chez mon petit ami d'antan sans l'appeler. C'est quelque chose que je ne faisais pas. J'appelais toujours avant de partir. Ce jour-là, je n'ai pas appelé, je suis partie. Et quand je suis arrivée, il était avec une autre fille. Et quand il s'est interposé, parce que je voulais rentrer dans la maison, il
il s'est interposé et il a défendu la fille. Lui et moi, on était ensemble, ça faisait 3 ans pratiquement. Et il avait défendu la fille qu'il avait rencontrée il y avait peut-être 2-3 mois. Et quand je suis rentrée, j'avais tellement honte d'en parler. Parce que j'étais avec ma tante et je lui disais, ah, elle me disait, mais toi, tu te maries quand? Je lui disais, bientôt, qu'on doit aller voir les parents du gars, tout ça. Et donc, j'avais honte de venir lui dire, tu sais, le gars en question, il est avec quelqu'un d'autre. Donc, probablement qu'on ne se mariera pas. J'avais honte. Donc, quand je suis venue, j'ai gardé le silence et je pleurais les nuits. Je ne dormais pas. En tout cas, pendant 1 mois, j'avais des sursauts. Quand je me couchais, je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit à chaque fois. Et j'allais pleurer. Mais tout ça en silence. Parce que je ne voulais pas que quelqu'un me demande pourquoi est-ce que je pleure. Et à un moment donné, j'avais juste envie de mourir. Je voulais juste mourir. Alors je réfléchissais à comment j'allais mourir. Est-ce que j'allais prendre des médicaments, me jeter dans le toit ou me laisser me renverser par un véhicule? Je pensais, c'était les 3 options auxquelles je pensais et je réfléchissais quelle serait l'option qui créerait moins de problèmes. C'est plus à cette option-là que je réfléchissais. C'est pour ça que je ne suis pas passée à l'acte un peu plus tôt. Voyons plutôt le suicide comme une sorte de souffrance en dernier recours. La personne qui pense au suicide est forcément dans une situation de forte dépression, de forte tension psychologique. Une personne qui est en souffrance psychologique a d'abord besoin d'être écoutée et par la suite lui proposer un cadre qui lui permette de pouvoir sortir de cette spirale vicieuse-là. Parce que généralement, les personnes qui sont sujets au suicide ou bien qui sont déjà passées par là ont tendance à penser que au-delà de la bulle dépressive dans laquelle elle se trouve là, elles ont tendance à penser que elle n'arrivera à rien, que tout tournera en rond, ça ne sert à rien de vivre, on n'arrivera à rien en tant que personne, les choses vont se gâter, rien ne va marcher, pourquoi vivre si tout est déjà perdu d'avance? Vous voyez, on est dans une sorte de négativité ambiante, c'est une bulle, une nébuleuse vraiment qui est difficile à cerner pour la personne. Elle se sent vraiment acculée par toute cette ambiance négative-là, en se disant que finalement, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc nous, en tant que psychologues, c'est déjà par des outils, par des techniques, de lui permettre de voir la vie sous un autre côté, de lui faire, qu'elle puisse imaginer que, mine de rien, c'est vrai, la vie est un peu difficile, c'est vrai, mais il y a quand même des choses qui valent la peine d'être vécues, avec quand même des choses qui font que la vie vale la peine d'être vécue quand même. Donc, il est important de travailler sur ces aspects-là avec cette personne-là. Donc, pour ça, on utilise des thérapies, donc la thérapie comportementale cognitive qui va aider la personne à changer d'attitude. Généralement, la personne qui est sujette au suicide a tendance à avoir des attitudes négatives. Comme j'ai dit tout à l'heure, porter sur tout ce qui est négatif, à l'auto-culpabilisation, à l'autoflagellation, comme on dit. Donc, l'idée pour nous, c'est de l'emmener à changer d'attitude. Généralement, on remarque chez certaines personnes qui sont sujettes au suicide un changement d'attitude, un changement de comportement même. Vous voyez des personnes qui ne dorment pas. Ou bien l'inverse, qui dorment tout le temps.
qui ne dorment pas ou qui dorment tout le temps, des personnes qui s'alimentent peu, ou au contraire qui s'alimentent trop, donc boulimie ou anorexie. Vous voyez là un peu. Vous avez aussi des personnes qui ont du mal à socialiser. C'est des gens qui sont reclus sur eux-mêmes, donc qui se coupent de tout ce qui est tissu familial. Et donc, plus d'amis, ont du mal à avoir la force pour aller au travail. Et je ne parle même pas de... On décide de couper les ponts avec papa, maman, les frères, les sœurs, tout ça. On s'isole tout seul. Et ça, c'est un peu comme si ça créait cette bulle négative. Un peu comme si vous aviez un gros nuage noir autour de vous qui vous entraîne vers cette sphère, en tout cas cette sphère négative, et qui vous entraîne vers l'idée même de franchir le pas. Donc voici un peu. Donc l'idée, c'est pour aider la personne en lui montrant, en tout cas en travaillant avec elle, c'est surtout ça, travailler avec elle, parce que en tant que psychologue, on n'est pas censé montrer des choses, lui dire on fait ceci, on fait cela, mais la personne est censée voir par elle-même. On l'accompagne pour qu'elle puisse voir par elle-même, ah, voici ce que je peux faire qui va m'aider à changer. Voici comment je peux agir. Ah d'accord, ok. Voilà sur le chemin, voici le chemin vers lequel je peux me tourner pour changer cette situation-là. Donc l'idée, comme je disais, c'est d'accompagner la personne en utilisant certains outils psychologiques, sur une voie qu'elle aura choisie elle-même. En tout cas, une voie qui lui permettra de revenir de cette situation difficile-là. Donc pour faire baisser tout ce qui est pression et surtout laisser tomber ces idées suicidaires. Quelques jours après, j'ai une amie qui m'a appelée, qui m'a dit comment j'allais. Je lui ai dit que ça allait. Elle trouvait que non. Et je lui ai dit, ah, il y a mon mec qui m'a larguée. Après, j'avais ma sœur qui était à l'église des Assemblées de Dieu, la Palmeraie. Il y avait un camp de jeunes filles. Elle m'a dit, viens, allons. Je suis partie. Parce que dans tout ce lot-là, j'avais toujours eu un vide en moi. Et bizarrement, vers la fin de l'année 2020, je cherchais à combler ce vide-là. Je ne savais pas ce que c'était. Quand je suis arrivée à ce camp-là, le samedi matin, lorsqu'on s'est réveillé, c'est ce vide que je ressentais là, il a été rempli. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça que je cherchais. Dans le processus de guérison, c'est le Seigneur Jésus qui m'a aidée. C'est pas quelqu'un. La première fois quand je parlais au Seigneur, je disais au Seigneur, Seigneur, tu vois, regarde, les filles là-bas, elles sont bien habillées. Et moi, regarde comment je vais là-bas. Vraiment, je veux que tu renouvelles ma garde-robe. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour l'instant, c'est ton intérieur. Quand il m'a dit ça, honnêtement, c'est bête, mais j'ai pensé à mes intestins, au foie, parce que je ne comprenais pas quand il disait ton intérieur. Et j'ai dit, ok, mon intérieur, d'accord. Et un peu, le Seigneur, on a commencé à parler. J'ai commencé à parler au Seigneur, j'ai commencé à parler au Saint-Esprit. Je lui racontais mes déboires, je lui racontais la déception que j'avais vécue. Pour chaque situation de dépression que j'ai eu à vivre, on l'a traité ensemble. Il m'a guéri pour ma mère et pour mon ex-petite amie aussi. J'ai perdu un oncle après ça. J'étais triste, mais pas comme avant. Pas comme avant parce que j'ai pu m'asseoir devant le Saint-Esprit et lui dire que mon oncle est décédé, je l'aimais beaucoup et je me sens vraiment triste. Le fait d'en parler avec le Saint-Esprit m'a aidée à ne pas sombrer. Après ça, toutes les autres situations, que ce soit de décès qu'il y a eu, j'en parle toujours au Saint-Esprit.
en tout cas me concernant, j'en parle toujours au Saint-Esprit. Et toutes les fois que je lui parle, il me donne de trouver de la joie. Il m'enlève la tristesse que je ressentais. Donc ça fait que maintenant, pour la moindre once de tristesse que je peux ressentir, j'en parle direct au Saint-Esprit. Mais il y a des choses, je veux dire, la façon dont je me dévoile quand je suis en face du Saint-Esprit, c'est pas comme ça que je le fais quand je suis avec des amis. Donc ça fait que depuis un bon moment, je ne fais plus de dépression, mais vraiment par la grâce de Dieu, quoi. Tout ce qui touche à la santé mentale, c'est tabou en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. Le fait de dire « Ah, je suis passé par une situation difficile, j'ai dû voir un psychologue », c'est pas tout le monde qui l'admet. Néanmoins, les choses changent un peu quand même, avec la sensibilisation qui est faite au niveau des médias sur l'urgence de prendre en charge tout ce qui est maladie mentale, tout ce qui est, en tout cas, de s'occuper de la santé mentale, aussi bien des enfants, des travailleurs, des adolescents, des femmes, des travailleurs et même des personnes âgées. La frange de la population qui est la plus touchée, c'est malheureusement la plus jeune. 20-29 ans, la frange 20-29 ans est la plus touchée. Une des choses qui manque en Occident, c'est le tissu social qu'ici en Afrique, on a su développer. Vous voyez, ici en Afrique, quand vous avez un parent qui est malade, il a autour de lui sa famille, il a autour de lui ses parents, ses amis, souvent ses collègues de bureau qui viennent lui rendre visite pour apporter un réconfort. Et ce réconfort-là a une forte valeur psychologique, une forte valeur émotionnelle pour ces personnes qui vivent des situations difficiles là. Parler, ça a une vertu cathartique, ça permet de se libérer. Quand vous parlez, c'est un peu comme si vous vous vidiez. Donc, il est important de parler à un ami, parler à une connaissance des situations que nous vivons, parler à une connaissance de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Ça permet déjà de se vider, éviter les situations où vous vous isolez. Ça peut être difficile par la suite. Parce que quand on s'isole et qu'on vit des situations, qu'on vit des moments dépressifs et qui aurait tendance à déboucher vers des tentatives de suicide. Quand on est seul, c'est difficile. C'est difficile, on ne s'en sort pas. Il est important d'avoir quelqu'un à qui parler. Il est vraiment important d'avoir quelqu'un à qui parler. Une personne de confiance, quelqu'un pour qui on n'a aucune gêne, quelqu'un à qui on peut vraiment tout dire. Quelqu'un à qui on peut tout dire, c'est vraiment important. Il est important de pouvoir renforcer le tissu social autour de chacun de nous en tout cas. Pour ces personnes qui sont, on va dire, dans des états dépressifs ou qui pourraient être sujets à des tentatives de suicide, ce que je propose pour ma part à la plupart de mes patients, c'est d'avoir un petit carnet. Je l'appelle souvent la boussole ou bien le tableau le cahier de bord émotionnel. Le cahier de bord émotionnel. Dans ce carnet-là, vous noterez tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui est pour vous sujet de tristesse. Notez tout ça. Par la suite, vous imaginez qu'est-ce que je peux faire pour agir, pour changer ça. On n'a pas toujours la possibilité d'aller voir un psychologue. Donc, il est important de développer certaines, on va dire comme ça, certaines aptitudes qui nous permettent de sortir de ce genre de spirale. Voir un psychologue, c'est comme aller voir un spécialiste. Je veux dire, si vous devez voir un spécialiste du cœur, par exemple, ça vous coûtera autour de 25 à 30 000 francs environ pour la séance.
Et voir un psychologue, c'est dans ces eaux-là. Bon, entre 25, 30, 35 000, selon le spécialiste. Et selon aussi ce que vous demandez. Et le nombre de séances sera fonction de la situation par laquelle vous passez en tout cas. Et nous voilà au thème de ce numéro exceptionnel de votre magazine qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter comme chaque jour. Nous retenons que le suicide ne concerne pas une seule frange de la population, mais nous sommes tous interpellés et nous sommes tous des potentiels victimes de ce phénomène qui prend de l'ampleur. Mais une solution existe. Ce que nous comprenons, c'est que les gens qui s'adonnent à ce phénomène ou qui l'ont comme dernier recours sont des personnes qui ont besoin en réalité d'amour et d'affection. Et cela est une solution que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée dans sa parole avant de nous laisser. Dans Jean 13, au verset 34, le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Je pense que si nous donnons autour de nous de l'amour aux gens qui nous entourent, nous aurons résolu le problème à 50%. Nous le souhaitons vivement à tout le monde et à tous ceux qui passent par des situations difficiles. Nous vous souhaitons beaucoup d'amour. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Face Cachée, toujours avec beaucoup de plaisir.